Le professeur Vicard a accepté d'intervenir ici en soutien à l'action du Rotary en faveur des petits Polonais, ceux qui sont d'une part défavorisés et d'autre part atteints d'un pied-bot varus équin. L'action consiste à suppléer les carences criantes de la sécurité sociale polonaise et à leur offrir le matériel nécessaire au traitement de leur pathologie. Je remercie le professeur Vicard de venir ici pour nous instruire sur les pieds-bots. Il y a en France trois grands spécialistes des pieds-bots varus équins, Di Miglio à Montpellier, dont la classification fait référence, Chotel à Lyon et Philippe Vicard à Paris. Philippe Vicard est nommé à l'internat des hôpitaux de Paris major en chirurgie en 91. Il s'initie dans les deux plus prestigieux services d'orthopédie adulte parisiens, Roi Camille et Thierry Judet. Au cours d'un de ces semestres d'internat, Philippe Vicard, au contact de Michel Guillaumat à l'hôpital Saint-Joseph, décide de se spécialiser en chirurgie orthopédique et pédiatrique. C'est à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Paris qu'il fait sa carrière hospitalière en chirurgie orthopédique et pédiatrique. Il est successivement chef de clinique assistant, praticien hospitalier exerçant des fonctions universitaires, professeur des universités et praticien hospitalier. En 2010, lorsque l'administration décide de fermer le service de chirurgie de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, il devient ipso facto la mémoire vivante de l'école d'orthopédie pédiatrique de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, soit une sorte de trésor vivant. Accueilli ensuite par le professeur Glorian à l'hôpital Necker, il intègre rapidement la culture de cet autre grand service d'orthopédie pédiatrique. Il acquiert par ses travaux une réputation mondiale, nous y reviendrons. Parmi tous ces écrits sur les pieds-bots varus équins, je n'ai le temps que de citer que deux études, celle comparant la méthode fonctionnelle française avec la méthode hispano-américaine de Ponseti pour traiter 219 pieds-bots suivis pendant 5 ans. Cette étude est citée dans les méta-analyses ultérieures. Et l'autre, ses résultats sur 187 pieds-bots avec un recul moyen de 15 ans. Je dis bien 15 ans. Docteur en médecine, docteur en sciences, après une thèse sur la biomécanique et la physiologie du mouvement, il devient responsable du détachement scientifique à l'École nationale des arts et métiers, puis responsable de master et de thèse de sciences. Il publie plusieurs études sur cet examen particulier de radiologie, utilisant un détecteur gazeux très sensible mis au point par le Nobel français Georges Charpak. Cet examen, grâce à 2 radios biplans, utilise de très faibles doses d'irradiation, ce qui est important chez les enfants, et reconstitue le squelette en 3 dimensions. Le professeur Vicard estime sa précision, sa réalibilité, soit ses erreurs systématiques. Il étudie le comportement en charge des pieds et des enfants, des hanches des enfants grâce à cet examen. Il publie de nombreuses autres études concernant toute la pathologie orthopédique et pédiatrique du bassin et des membres inférieurs et concernant de multiples syndromes et maladies. Je ne citerai qu'une étude anatomique sur les spondylolisthésis car elle est régulièrement consultée par les chirurgiens qui veulent aborder chirurgicalement cette pathologie. Mais ce sont surtout ces travaux sur l'hypophosphatémie liée au chromosome X, qui est le rachitisme vitamino-D résistant le plus fréquent, qui font la notoriété mondiale du professeur Vicard. Parmi ses nombreux travaux sur l'hypophosphatémie liée au chromosome X, celui de 2019 sur les recommandations diagnostiques et thérapeutiques dans cette pathologie marque les esprits. Ce travail est maintenant la référence obligatoire pour tous travaux partout dans le monde à ce sujet. Le professeur Vicard prend son bâton de pèlerin, effectue de multiples missions à l'étranger, au Japon, au Canada, en Italie, en Arabie, en Afrique, en Polynésie française, en Iran, en Colombie, aux États-Unis, à Saint-Louis, à Los Angeles, à l'hôpital d'Iowa City, là où est mort Quendé, le successeur de Ponseti, et surtout au Texas Scottish Rite Hospital de Dallas en 2001. 7 ans après son passage, les Américains de cet hôpital publient l'étude prospective contrôlée comparant la méthode française et la méthode hispano-américaine de Ponseti, la seule véritablement scientifique avec celle du professeur Vicard. Professeur Vicard, merci encore d'être venu et nous sommes tout oui. Chers confrères, je vous remercie beaucoup. Ouais, vous y avez été fort un peu dans la présentation. En fait, c'est juste un cumul de curiosité, de rencontres que vous allez voir, et puis beaucoup de travail, peut-être trop de travail. Alors, je vous invite, je ne vais pas vous instruire parce que ce serait prétentieux de ma part, mais je vous invite à un voyage dans le temps et dans l'espace. Voilà, donc le pied-bot, c'est assez fréquent, hein, c'est 1 pour 1000 naissances dans le monde entier, c'est 1 pour 1000 naissances, donc c'est un vrai problème d'orthopédie pédiatrique
commune. Il y en a partout dans le monde. Alors, on voyage dans l'espace, puisque le paradis du pied beau, c'est le Pacifique Sud, en particulier la Nouvelle-Zélande, que vous voyez là. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. La Nouvelle-Zélande, que vous voyez là. Et alors là, c'est en Polynésie française, c'est un peuplade un peu apparenté. Il y a beaucoup d'enfants avec des pieds beaux. Alors là, vous voyez cet enfant que vous voyez là, c'est un petit qui vient de cette île que vous reconnaissez tous, c'est Wapo aux Marquises. Je vous conseille d'y aller, c'est vraiment extraordinaire. Alors le pied beau, mais voyage dans le temps aussi, vous voyez, à 28 jours, lors de l'apparition du pied chez l'embryon, et ben le pied, l'ébauche embryonnaire, c'est un pied beau. Donc on a tous eu 2 pieds beaux quand on était vraiment tout petit. Et normalement, à 10 semaines de l'événement intra-utérine, le pied se redresse. Et dans les enfants qui ont des pieds beaux, et ben, ils ne se redressent pas, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce n'est pas la faute de la maman. C'est ainsi. Alors, tout commence en prénatal, c'est-à-dire que le diagnostic est fait par l'obstétricien à l'échographie. Alors c'est assez touchant parce que c'est des parents qu'on voit en prénatal, c'est des enfants qu'on ne voit pas mais qu'on devine. Et quand on les revoit 20 ans plus tard avec leurs parents, ben, je t'ai vu il y a 20 ans avec tes parents, enfin, c'est une sacrée aventure. Et alors moi quand je les vois, les parents ils sont forcément un peu inquiets, donc je leur dis ben, j'ai que des bonnes nouvelles, donc j'ai que des bonnes nouvelles, donc je leur donne les bonnes nouvelles. Je leur dis que je suis musicien, donc je leur dis qu'il y a un bémol. Il y a un bémol, c'est que l'enfant, quand il naît, le pied a toujours été déformé. Oui, ça fait 9 mois qu'il est déformé, donc ça ne se corrige pas en claquant des doigts. Alors, on leur donne un petit bouquin qu'on avait écrit à l'époque à Saint-Vincent-de-Paul. Et alors la croissance pose des problèmes. Vous voyez, Madame Duval-Beaupère, qui a disparu récemment, était la papesse de la scoliose, et a bien montré que la scoliose infantile que vous voyez à gauche s'aggrave avec la croissance, avec un pic d'aggravation phénoménal en puberté. Et bien, le pied beau, c'est pas tout à fait pareil. Le pied beau, on naît avec la déformation qui est maximale. Vous voyez, le point rouge à la naissance, et puis on arrive à le corriger très tôt, et puis mais on n'arrive pas à le corriger à zéro. Vous voyez, on ne revient pas à la ligne de base, et puis l'objectif, eh ben, c'est d'arriver en fin de croissance comme ça. Ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez, là c'est nickel. Et ben, parfois, la croissance génère de l'aggravation, et à chaque fois qu'il y a de l'aggravation qui vient, il faut replâtrer l'enfant. Bref, il faut mettre en œuvre des moyens qui permettent de faire entrer dans l'ordre la déformation. Et le but, et si on ne le fait pas, vous voyez, on se retrouve au début du pic de croissance pubertaire avec des déformations significatives qui vont encore s'aggraver, et là on va être en difficulté. Vous voyez, donc il faut avoir vraiment une vision à long terme et bien expliquer ça aux parents. Et puis quand on voit l'enfant, on fait 3 diagnostics, positif, étiologique et de gravité. Donc diagnostic positif, eh ben, on caractérise la déformation dans les 3 plans de l'espace. On est orthopédiste pédiatre, donc il faut avoir une vision tridimensionnelle. Diagnostic étiologique, eh ben, on regarde l'enfant sous toutes les coutures. Il y a eu un karyotype qui a été fait, une amyosynthèse. L'échographiste a bien regardé tout, mais nous, à notre tour, on regarde tout et on vérifie qu'il n'y a pas de difficulté. Vous voyez, en bas à droite, c'est intéressant parce que vous voyez que l'enfant a des déformations des pieds et la maman avait des déformations des mains. Vous voyez, c'est une maladie neurologique familiale, génétique. Et puis on cote, alors je ne dis pas la gravité devant les parents parce que ça met de l'inquiétude, mais on cote la déformation selon Di Meglio que vous savez citer à l'instant. Alors le traitement, il n'y a pas de méthode. Vous voyez, il faut sortir du dilemme qui m'amène ici d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut sortir de ça. Il y a plusieurs façons de faire. Vous voyez, donc on fait de la kiné, on met des moyens de contention, on fait des attelles, on peut faire des plâtres et des plâtres. L'arme fatale anti-récidive, c'est ça, c'est l'attelle la nuit. Vous voyez, il faut la poursuivre jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Jusqu'à l'âge de 4-5 ans, l'enfant grandit beaucoup. Après, ça se calme un peu. Donc, il faut canaliser la croissance, sinon ça récidive. Donc ça, on pourra discuter avec notre collègue chercheur. L'allongement du tendon d'Achille, c'est quelque chose qui a été qui a été bien diffusé par les Américains, qu'on fait de façon régulière. On l'a publié, comme vous voyez en bas à gauche. On fait une radio en correction et on a établi des critères radiologiques qui nous permettent de le faire ou pas. Vous voyez, ça permet de relancer le traitement. Vous voyez à gauche, le pied, c'est un record bottom deformity. Vous voyez, comme vous voyez ce fauteuil chaise à bascule, et quand on allonge Achille, eh ben, ça transforme le pronostic. Alors, pour l'instant, comme vous l'avez vu, on a une approche radiologique, mais ça fait des rayons. Alors, certes, pas beaucoup, mais ça fait un peu de rayons quand même. Et là, maintenant, il faudrait qu'on fasse de l'échographie. Donc, on a lancé un protocole d'analyse de la déformation du pied avec l'échographie, ce qui est adapté, puisqu'une grosse partie du squelette de l'enfant est cartilagineux. Mais ça prend du temps. Alors voilà, globalement, quand ça c'est tout ce que je vous dis, on l'a publié. C'est pas parce que nous on l'a publié que c'est la vérité. Vous voyez, mais c'est des choses que je peux dire aux parents parce que c'est des choses qu'on a vérifiées. Globalement, on s'en sort toujours. Vous voyez, la grande majorité des pieds sont bons et très bons résultats. Il y en a quelques-uns qui sont bons, c'est-à-dire un peu moins bons que très bons. Puis il y en a quelques-uns moyens, mais il n'y en a aucun mauvais. Vous voyez, donc on s'en sort toujours. Vous voyez une déformation majeure à la naissance avec un pied qui n'était pas opéré et qui est impeccable en fin de croissance.
parfois, il faut les opérer, vous voyez. Alors, l'évolution récente a permis de faire passer le taux de chirurgie de 45 à 13%, grâce en particulier à l'allongement du tendon d'Achille. Donc ça, c'est important. Le but de la prise en charge n'est pas de ne pas opérer l'enfant. Vous voyez, quand il faut y aller, il faut y aller. Il ne faut plus diaboliser la chirurgie comme c'était le cas avant. Donc ça, c'est un enfant, Julien, 2 ans, qui avait eu tous les traitements. Vous voyez, il y avait une triple déformation résiduelle. Il est opéré. Et il est impec. Alors, la technique, c'est très... On parlait d'intelligence artificielle à table tout à l'heure. Ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, c'est de l'artisanat, quoi. Il faut, vous voyez, là, on corrige la déformation du pied, on met une broche. Tout ça doit être fait avec des artifices techniques que j'ai plaisir à enseigner aux jeunes, mais qui s'improvisent pas. Et si on le fait pas bien, et bon, il y a des résultats qui sont pas à la hauteur. Vous voyez, l'os là qu'on voit, l'os, ça marche pas le pointeur, mais on voit très bien qu'il y a un os qui est énucléé. Vous voyez, et si on le laisse comme ça, ben, ça va pas aller. Et puis si on attend, vous voyez, ben, on se retrouve avec des déformations qui deviennent plus difficiles à gérer. Donc comme on est habile, et ben, on arrive à les traiter. Alors des fois, on entend le mot attendre. Vous voyez, on voit des patients qui ont été vus ailleurs et on disait faut attendre la fin de croissance. Le mot attendre en orthopédie pédiatrique, c'est pas un bon mot, quoi. Faut jamais attendre parce que là il y a rien de bien à faire, quoi. Là les carottes sont cuites. Donc faut forger quand le fer est chaud. Voilà, alors le but c'est, vous reconnaissez bien sûr les arêtes de la Meije, hein, et donc le but c'est une course, ce qu'on appelle la traversée de la Meije, et le but c'est d'arriver en haut, le point rouge, vous voyez, c'est le doigt de Dieu, et donc ça c'est le résultat idéal, mais c'est pas facile à obtenir, vous voyez, et l'idéal c'est d'arriver là, et on peut dévisser à gauche, à gauche c'est le versant nord, hein, c'est le glacier de l'Homme, c'est pas trop raide, là on peut se rattraper, vous voyez, c'est une hypocorrection, on n'a pas assez corrigé. On peut s'en sortir quand on a une hypercorrection. Alors si vous dévissez de l'autre côté, c'est la face sud, là vous avez 1000 mètres de vide, là c'est l'hypercorrection, là c'est foutu, là on est mort et là on a du mal à se rattraper. Vous voyez, donc c'est un peu ça le traitement du pied beau, on navigue entre l'hypo et l'hypercorrection, ce qui donne toute la subtilité de la prise en charge. Des fois on a des sorties de route, vous voyez, et ce qu'il faut savoir c'est 20% des pieds beaux opérés sont réopérés. Donc ça, c'est les choses qu'on dit aux parents parce que c'est important. La chirurgie, c'est pas la solution. Faut pas la diaboliser, mais faut y aller quand faut y aller. Et quand faut pas y aller, faut pas y aller. Mais comme on est dégourdi, on s'en sort. Et donc ça, c'est une série de reprises. Donc quand ça récidive, ben, on réopère. Donc on arrive à les corriger. Ils sont qualifiés d'excellents résultats, en tout cas sur le plan clinique et radiologique, parce qu'ils ont une forme de pied. Mais sur le plan fonctionnel, ils ne sont pas très bien. Vous voyez, ils ont du mal à marcher longtemps, à courir. On vit normal, mais des petites limites. Ça, c'était l'hypercorrection. L'hypocorrection, maintenant, c'est l'hypercorrection. Vous voyez, c'est un enfant qui a été opéré et qui part en hypercorrection, c'est-à-dire qu'il part dans le sens inverse. Là, il faut l'avoir à l'œil, il faut le replâtrer tout de suite. Si on le plâtre, si on sait que ça peut survenir, eh ben, on fait ce qu'il faut et on s'en sort. Si on ne le sait pas, eh ben, on ne s'en sort pas. Vous voyez, ça, c'est un enfant qui avait été opéré, pareil, et il part en hypercorrection. Alors lui, il est parti en hypercorrection beaucoup plus sournoise, beaucoup plus tardive, vous voyez, en bas à gauche, et là, c'est plus compliqué à rattraper. Alors, il faut avoir une vision tridimensionnelle, comme je vous ai expliqué à l'instant. Alors, c'est là que j'ai plaisir à vous parler de mes patrons. Et tout ça s'inscrit dans le temps. Enfin, quand vous avez parlé de Saint-Vincent-de-Paul à l'époque, c'est là d'où je viens, en effet. Et en haut à gauche, vous voyez Robert Méry et Pierre Conneau. C'était les patrons de mes patrons qui, eux, ont développé un concept qu'on appelle le bloc calcanéo-pédieux. Ils ont développé le concept, un concept virtuel qui était fondamental. C'était juste le concept. Puis mon patron, Raphaël Seringe, que vous voyez en bas à gauche, à qui je continue à travailler, qui est retraité depuis un petit moment, mais à qui j'ai plaisir de continuer. Et lui, il a appliqué le concept au traitement. C'est-à-dire que maintenant, on applique ce concept aux différents traitements et à l'analyse. Et puis moi, je suis la 3e génération, et donc j'ai été amené à travailler avec l'École nationale supérieure des arts et métiers, en particulier l'Institut Georges Charpak, et on a appliqué leur technologie à ce principe, et donc on arrive à une première génération qui met en évidence le concept, une 3e génération qui trouve des applications thérapeutiques, et puis moi j'arrive très modestement, hein, et on arrive à quantifier ça, et on l'a publié. Vous voyez, c'est le système de radio EOS dont on parlait tout à l'heure. Et donc on a fait tout un travail de recherche. Ça m'a intéressé, notre collègue chercheur là, qui on peut, vous voyez, on a tout reconstruit en charge, parce que ça s'étudie en charge. Et puis on remet ça en place. Et puis on calcule plein de trucs, vous voyez, et l'angle de vrillage, vous voyez, c'est cet angle bleu, cette lame, ce qu'on appelle la lamina pedis, qui était décrite en 69 par McConnell, c'était une vision de l'esprit. Et grâce à la technologie des arts et métiers, on arrive à le quantifier, à le mesurer.
Voilà, donc c'est assez fabuleux. Pareil, vous voyez en bas à gauche, on voit 2 radios, face profil, donc on calcule un angle entre 2 os de l'arrière-pied, qu'on appelle la divergence, 2 faces et de profil, mais en fin de compte, c'est pas le vrai angle, hein. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une vision dans les 3 plans de l'espace, en charge, debout, ce qui n'est pas facile à faire, et alors maintenant, avec le système qu'on a développé, eh ben, on arrive à calculer, vous voyez en haut à droite, cet angle qui est le vrai angle, et qui est d'ailleurs supérieur aux 2 autres, qui est la vraie vérité, donc c'est, enfin la vraie vérité. C'est une approche tridimensionnelle en charge qui est complètement nouvelle. Vous avez vu que je suis très sobre dans mes transitions. Alors là, c'est pour vous montrer là, le vrai intérêt. Un de mes patrons disait, Jean Duhousset disait qu'on ne marche pas avec les pieds, on marche avec la tête. Alors les parents ils me disent mais il va être gêné pour marcher ou pas? Je dis, mais non, on ne marche pas avec les pieds, on marche avec la tête. Ah oui, d'accord, docteur. Et donc, en fin de compte, et ça, j'ai fait ma thèse de sciences à l'époque aux Arts et Métiers, donc l'Institut à Saclay. Et donc, c'était passionnant. Donc, on a étudié avec Bernard Maton, donc vous voyez là, je travaillais 5 ans avec lui, et on a étudié la programmation de la marche pas chez l'enfant qui avait un pied beau. Donc ça, vous voyez en bas à gauche, c'est le signe kabbalistique rouge, c'est l'amortissement. Bon, bref, c'est l'amortissement, c'est la capacité à amortir. Et en bas, c'est la vitesse. Chez les sujets normaux, on voit que plus il va vite, plus il amortit. Chez l'enfant qui a un pied beau, eh ben, il n'arrive pas à amortir quand il va vite, ce qui se peut se concevoir, parce que par les anomalies osteoarticulaires et musculaires locales. Alors comment ça se passe chez un enfant qui a un pied beau unilatéral et qui amortit avec son pied sain? Bonne question. Hein. Il va amortir comme un pied normal, puisqu'il amortit avec son pied sain. Eh bien non, il amortit comme un pied beau. Oui, donc l'enfant qui a le cerveau module l'activité de la programmation de la marche dans le but de symétriser l'activité. Alors ça, c'est passionnant et on voit qu'on peut aller très loin dans l'analyse de la programmation de la marche par cerveau. Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. J'avais été invité à l'époque, c'était en 2015, ça fait déjà 8 ans, à la semaine de l'Académie franco-américaine de chirurgie. On y avait été avec 2 collègues et on avait présenté nos différents travaux avec un accueil extraordinaire. Voilà les messages que je donne aux parents et à tout le monde, c'est que le pied beau, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des fois des chutes, des cataractes, il ne faut jamais baisser la garde. Je vous remercie.